Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Béatrice Perrier-Agostini, je suis directrice relève et main-d'œuvre chez Aéro Montréal. J'agirai aujourd'hui à titre de modératrice. Ce panel s'intitule « L'aérospatial, un secteur névralgique pour le Québec ». Aujourd'hui, nos panélistes discuteront des défis et occasions du secteur aérospatial québécois en contexte de pandémie, des actions concrètes à poser pour soutenir la relance et des perspectives d'avenir pour attirer et développer la main-d'œuvre. Il me fait plaisir de vous présenter sans plus attendre nos 5 panélistes. Monsieur Guillaume Bégin, conseiller en développement industriel, direction des transports et de la mobilité durable du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Monsieur Pascal Desilets, directeur de l'École nationale d'aérotechnique. Madame Charlotte Laramé, directrice croissance chez Aéro Montréal. Monsieur François Lemire, directeur senior ressources humaines chez L3 Harris. Et enfin, M. Kevin Smith, vice-président ressources humaines chez Pratt & Whitney Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec une première question destinée aux représentants de Pratt & Whitney. Alors, Montréal est aujourd'hui le 3e centre aérospatial du monde. L'écosystème compte près de 60 000 travailleurs, dont 43 000 dans le secteur de la fabrication. Le Québec compte pour 53% du chiffre d'affaires de l'industrie aérospatiale canadienne et pour 49% des emplois. Malheureusement, cette industrie florissante a été très affectée par la pandémie liée à la COVID-19. Monsieur Kevin Smith, à titre de vice-président ressources humaines chez Pratt & Whitney, mais aussi président du chantier relève et main-d'œuvre d'Aéro Montréal, pourriez-vous nous parler des défis que rencontrent actuellement les industriels du secteur, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines? Bonjour, merci Béatrice. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être ici parmi vous. Il va sans dire qu'au début, qu'est-ce qui était primordial et une priorité, c'était la santé et sécurité de nos employés face à cette pandémie. Et étant identifié comme un service essentiel, on a dû s'assurer que dans nos usines, les employés qui étaient obligés de venir travailler à cause de leur travail dans les usines, qu'on ait des façons d'assurer que leur lieu de travail était sanitaire, était sécuritaire, et on a mis en place beaucoup de différentes initiatives pour assurer la distanciation, les masques, le nettoyage répétitif de certains postes de travail, tous les aires communs qui étaient identifiés avec le 2 mètres. On a aussi des thermoscanners pour prendre la température des gens. Donc, premièrement, c'était notre priorité et ça continue à être notre priorité. Les autres employés de Pratt & Whitney Canada qui ont dû travailler à la maison, donc c'était... On avait certains de nos employés qui travaillaient un peu de la maison périodiquement, mais là, on s'est retrouvé avec la majorité de nos employés salariés appointés qui travaillaient de la maison. Donc, il fut s'assurer qu'il y avait la technologie, la bandwidth au niveau du web, au niveau de la technologie, pour assurer qu'ils pouvaient être productifs à la maison et aussi les aider à s'assurer qu'ils ont un environnement de travail chez eux avec le support de l'organisation, s'ils ont des jeunes enfants, s'ils ont des parents, ainsi de suite. Deuxièmement, il a fallu malheureusement procéder à des mises à pied à cause de l'impact majeur que l'aérospatial a été impacté par la pandémie. On s'est assuré qu'on a essayé de minimiser ces mises à pied en ayant une semaine réduite de travail, en ayant des jours de congés non payés et aussi en donnant des opportunités de retraite anticipée pour nos employés plus seniors pour garder notre jeune relève et notre jeune main-d'œuvre qu'on a attiré et développé dans les dernières années. Les autres défis, je vous dirais, c'est beaucoup au niveau de la santé mentale. On voit vraiment que la durée de la pandémie prend un impact sur nos employés, qu'ils soient à la maison ou qui viennent travailler dans nos usines. Donc, on s'est assuré d'avoir des programmes, de la formation, connecter avec nos employés pour voir comment est-ce qu'ils font, les aider à compiler avec les besoins de travail et aussi les besoins, puis l'insécurité, l'anxiété qui vient avec cette pandémie. Donc, ça a été très important pour nous. Quatrièmement, on a aussi travaillé avec nos clients. C'est sûr que
Aujourd'hui, le volume de nos moteurs sont à la baisse. On voit une petite reprise, mais nos clients continuent à vouloir investir dans les moteurs du futur, les moteurs hybrides, électriques. C'est quoi la technologie du futur? Donc, on continue à investir. On a toujours investi, même dans des périodes difficiles, et on a toujours ressorti plus fort comme industrie et Pratt Canada en particulier, que ce soit la crise du 11 septembre, que ce soit la crise économique ou la crise pétrolière, on est sorti encore plus fort avec plus d'avantages ou d'opportunités, je dirais, et on prévoit la même situation ici. Donc, on continue à investir. Je dois dire aussi que la rétention de nos employés, on est une industrie qui va peut-être prendre un peu plus de temps avant de revenir que d'autres. Puis il y a certaines industries qu'aujourd'hui, on voit qui sont dans le développement et ont une augmentation au niveau de leur marge ou de leur compagnie. Donc, il faut s'assurer qu'on est capable de retenir nos employés pour cette période de temps-là jusqu'à temps que la reprise revienne. Donc, pour nous, c'est vraiment d'investir, continuer à investir dans leur développement, continuer à investir dans leur formation, leur donner les opportunités de prendre d'autres postes, d'apprendre d'autres compétences pendant cette période de temps-là. Continuer à consulter nos employés pour comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, comment est-ce qu'on peut faire les choses de meilleure façon, et s'assurer aussi qu'à travers de ça, ils ont le support, le soutien de l'organisation. Nos sondages aux employés nous indiquent clairement que nous prenons la bonne décision, nous communiquons de façon régulière, constante, transparente et honnête avec nos employés, et c'est très apprécié par nos employés. Je vous dirais aussi des défis au niveau de l'industrie. L'aérospatiale va demeurer un centre névralgique. Montréal reste vraiment une plaque tournante importante dans l'aérospatiale et on va continuer à investir dans le futur. La démographie de notre main-d'œuvre à travers de toute l'industrie fait que les employés vont aller de plus en plus vers la retraite parce qu'on a une population vieillissante dans notre industrie et les opportunités pour les jeunes vont être là aujourd'hui et dans le futur pour nos employés. Pascal va d'ailleurs vous parler des efforts qu'on fait pour assurer que cette relève est là. Donc, en terminant, je vous dirais aux jeunes, l'aérospatiale est une industrie qu'aujourd'hui, oui, on a été impacté, mais on va revenir fort. Il va y avoir des belles opportunités dans l'aérospatiale et on va travailler sur les programmes et les moteurs du futur. Donc, oser l'aérospatiale. Merci. Merci pour cette réponse. La question suivante est destinée aux représentants de l'ENA. Dans les années à venir, les métiers de l'aérospatiale seront amenés à évoluer de manière significative, créant ainsi de nouveaux postes et de nouvelles spécialités, s'ajoutant aux nombreux emplois qui seront nécessaires pour compenser les départs à la retraite. Monsieur Pascal Desilets, l'École nationale d'aérotechnique est reconnue comme étant le chef de file en matière de formation technique en aérospatiale au Québec. En cette période singulière, comment faites-vous pour continuer d'attirer la relève dont notre industrie a tant besoin? Et quelles sont les compétences essentielles que doivent développer vos étudiants aujourd'hui pour répondre aux besoins des entreprises? Merci Béatrice. Bonjour tout le monde. Donc, à l'École nationale d'aérotechnique, on forme les techniciens qui travaillent donc dans l'industrie aérospatiale au Québec. Donc, on forme en maintenance d'aéronefs, en génie aérospatial, en avionique. Et puis, on est vraiment donc toujours en train de voir à comment attirer la relève, comment attirer les gens à travailler dans notre industrie. Et donc, on fait beaucoup d'efforts avec les entreprises. Notre meilleur point de vente, si on veut, c'est toujours les entreprises, les messages qu'ils envoient, comment on vient les rejoindre. Et donc, en ce moment, on est conscient que c'est peut-être difficile pour l'industrie, mais moi, ce que j'ai comme message, c'est de dire c'est le meilleur moment d'être aux études. Donc, en ce moment, on se prépare pour la relève. Il y a eu plusieurs crises par le passé. Là, on pense à 2001, 2008, entre autres. Et puis, l'industrie est toujours revenue plus forte. Donc, en ce moment, c'est peut-être le meilleur moment, justement, de revenir. Nous, à l'école, on est chanceux en ce moment. On fait le plein d'étudiants, dans le sens qu'on a plus d'étudiants que l'année dernière. Mais ce qu'on travaille fort en ce moment, c'est pour les attirer pour la prochaine année. Parce qu'on a une crainte qu'il y ait une pénurie au retour. Donc,
avant la pandémie, il y avait une grande pénurie de main-d'œuvre en aérospatiale. On parle de plus de 65 000 emplois qui étaient à combler pour les 10 prochaines années. Donc, quand ça va reprendre, on s'attend à ce que cette pénurie-là revienne et puis refasse surface. Donc, nous, on est vraiment à travailler à attirer les jeunes pour venir continuer dans notre industrie parce que c'est tellement un secteur qui est passionnant, qui est valorisant. On a des conditions de travail extraordinaires. Donc, on l'a entendu avec M. Smith, c'est des gens passionnés là, qui travaillent dans l'industrie aérospatiale. Puis, il y a vraiment plein de débouchés. Puis aussi, c'est que ça continue encore. Il y a oui, des entreprises qui ont plus de difficultés. On va le voir avec L3 Harris, qui fait l'entretien, entre autres, là, des F-18. Ils sont dans le mode embauche. Donc, il y a des secteurs qui continuent à fonctionner. Les secteurs comme aussi le transport de marchandises, les UPS, FedEx. Donc, les avions continuent à voler. Les écoles de pilotage continuent à voler. Donc, il ne faut pas penser que c'est toute l'industrie non plus en ce moment là, qui est à l'arrêt. C'est sûr que c'est un gros coup. Mais on travaille fort donc à envoyer ce message-là de la reprise. Il faut être prêt pour la reprise, puis c'est le meilleur moment en ce moment d'être aux études. C'est sûr qu'avec la nouvelle réalité, si on veut, bien, on essaye nous aussi de s'adapter. Bon, à l'école en ce moment, on croit beaucoup à garder quand même une présence des étudiants sur le campus. Donc, on a environ 30 % des cours, 25 % des cours qui se donnent sur place. Par exemple, faire l'entretien des moteurs d'avion, des essais en soufflerie. Donc, les laboratoires se donnent. Et puis, on veut garder ce contact-là parce que c'est important pour, dans l'avenir, de continuer. Là, tout ce qui est les compétences techniques, c'est très important. Alors, on se demande quelles compétences. Bien, les matériaux composites, on parle de l'avionique, on parle de tout ce qui est électronique, la programmation, la robotique, mais aussi, c'est beaucoup alentour des compétences qu'on a humaines. Donc, c'est souvent là qu'on va faire la différence avec les jeunes. Apprendre à travailler en équipe, apprendre à aller rechercher notre documentation. Donc, c'est des compétences qui sont vraiment essentielles là, pour développer, là, si on veut. Là, donc, on est tout le temps en train de se re-questionner puis de revoir. Donc, on est en train en ce moment de faire la révision, si on veut, de nos programmes pour ajouter justement là, plus de compétences. La numérisation, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille très fort à inclure, les simulations, donc l'utilisation de logiciels, travail dans les bases de données. Donc, on travaille beaucoup à cette mise à jour-là. En même temps, bien, donc, il faut passer le message, il faut faire nos efforts pour se rapprocher pour des jeunes. Donc, on travaille beaucoup sur les réseaux sociaux, l'information, comment passer l'information à nos jeunes, comment aller les rejoindre, parce que là, les jeunes sont beaucoup plus chez eux, mais sont sur les réseaux sociaux. Donc, on est dans les Instagram, Facebook, on travaille aussi LinkedIn. Donc, avant, on faisait beaucoup d'événements pour attirer les gens, faire passer, se faire connaître. Donc là, bien, on tombe dans le... comme ici, donc on participe à des événements virtuels comme ça. Donc, ça nous permet de passer nos messages, d'essayer de rejoindre la relève pour leur montrer qu'il y a un avenir extraordinaire, il y a des défis, il y a des nouveaux projets qui sont vraiment très excitants dans l'industrie en ce moment, qui vont vraiment façonner l'industrie. On pense juste à penser le A220, c'est pour les 30 prochaines années qui va être là. Pratt & Whitney qui a des nouveaux moteurs qui développent. Bell Hélicoptère qui arrive avec ses nouveaux programmes d'hélicoptères. CAE qui développe ses nouveaux simulateurs. Donc, il y a un avenir vraiment extraordinaire pour l'aérospatiale. Puis c'est le message qu'on veut passer. Puis c'est en ce moment le meilleur temps pour être aux études. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse aux représentants de L3 Harris. La paralysie de l'aviation commerciale provoquée par la pandémie a fait disparaître des emplois. Pourtant, de nombreuses entreprises aérospatiales de toute taille continuent leurs efforts de recrutement. Monsieur François Lemire, L3 Harris semble bien tirer son épingle du jeu et l'entreprise affiche actuellement plusieurs offres d'emploi. Parlez-nous des clés de votre réussite dans le contexte actuel et des opportunités pour la main-d'œuvre au sein de votre entreprise. Merci de la question. Merci de l'opportunité, Béatrice, également. Alors, comme Kevin a mentionné, L3 Harris, on est aussi un service essentiel qui a apporté le lot de gestion interne que Kevin a parfaitement bien parcouru. Ça s'est appliqué chez nous et on a appris à composer puis à gérer avec la situation actuelle. Par contre, je vais tenter dans la question puis dans la tribune qui m'est offerte d'expliquer en 3 petites étapes, principalement, c'est quoi
la fonction et c'est quoi la recette un petit peu qui nous habite chez nous, chez L3 Harris, pour non seulement assurer une stabilité, mais parler également de croissance et de développement de compétences. Le premier élément, c'est diversification. La division canadienne pour laquelle je m'occupe, bien, on est plus de 1100 employés, 1100 employés répartis à travers le Canada dans 6 provinces. On a 12 sites opérationnels. On fait la gestion et l'entretien et on couvre une offre de services complète pour plus de 6 flottes d'avions et d'hélicoptères pour le gouvernement canadien, pour le ministère de la Défense nationale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien, ça veut dire qu'on a une offre de services complet qui va de l'analyse en fatigue au niveau de l'ingénierie, tous les spectres, les différentes spécialités d'ingénierie, l'analyse en fatigue, le développement de modifications structurelles, l'intégration de systèmes, le soutien en service, le développement logiciel. On fait également la gestion de la chaîne logistique pour nos clients également. On a, au niveau technique, on a l'installation des modifications comme telles, l'atelier de fabrication, tout ça dans une structure programmatique. Alors ça, c'est le premier élément. Donc, la diversification. On peut voir que les opportunités chez nous sont diversifiées, sont multiples et sont multilocations. Le deuxième élément, c'est une composante importante de notre structure, c'est l'alignement fonctionnel. Alors, imaginez une verticale dans laquelle 100 de notre organisation, qui est costaude, hein, L3 Harris, c'est 48 000 employés. C'est une communauté de plus de 20 000 ingénieurs. On est répartis dans 350 localisations, dans 100 pays différents, et pourtant, on se connaît. On se connaît comment? Bien, on se connaît de façon fonctionnelle. Alors, je vais prendre un exemple très concret. La fonction d'ingénierie. Bien, la fonction d'ingénierie chez nous, elle est alignée verticalement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que non seulement un ingénieur chez nous va contribuer au succès local, mais en plus, il va avoir une connexion directe à l'extérieur de la division pour laquelle il contribue. Donc, il va avoir une connexion directe avec les dirigeants des autres paliers de décisionnels, des paliers exécutifs. Et ça va être sa job à ce dirigeant-là de s'assurer de maximiser les compétences et l'utilisation de cet ingénieur-là en question qui, à travers ses fonctions, a développé une compétence unique, fait partie d'un plan de succession, a un attribut de développement qu'on lui a assigné. Et donc, ce dirigeant fonctionnel-là va regarder où est-ce qu'on a des besoins dans l'organisation, à l'extérieur de la division qui œuvre, et il va le mettre à contribution dans un projet de recherche et développement, dans un projet de développement de compétences spécifiques qui, après ça, va pouvoir apporter et importer ces compétences aux besoins de la division comme telle où est-ce qu'il travaille. Ça, c'est assez majeur et c'est assez important, puis c'est pour ça qu'on a un grand succès, et c'est ça qui fait en sorte que nos gens sont stimulés localement, mais internationalement également. Ça, c'est vraiment une belle clé qu'on a. La dernière composante, puis il y a un lien direct avec ce que je viens juste de mentionner, c'est le développement des compétences. On a des techniciens, bien sûr, qui, comme Pascal le mentionnait, proviennent de l'ENA. Bien, ça, c'est le début, c'est la clé pour entrer chez nous, donc avoir un bon bagage académique, mais c'est le début d'une seconde action d'apprentissage de connaissances parce que nombre de plateformes qu'on s'occupe pour le gouvernement, eh bien, c'est chez nous que ça se fait et uniquement chez nous que ça se fait. Le CF18, par exemple, c'est que chez nous qu'on fait l'entretien de troisième ligne. Donc, un technicien qui entre chez nous, il va s'inscrire dans un curriculum de formation qui va s'exprimer en années avant que celui-ci puisse obtenir l'ensemble des autorisations de délégation et d'autorité pour relâcher pièces, composantes, avions. Donc, cet encadrement-là, ce développement-là, cet apprentissage-là, c'est une composante importante de notre succès, c'est une composante importante de nos plans d'engagement, de nos plans de rétention, puis de nos plans de développement. Alors ça, c'est clé. Et tout ça dans un contexte qu'on a un grand souci de mesurer également le nombre de promotions internes également qu'on fait. Donc, les affichages qu'on voit dans les journaux, bien, sachez qu'ils sont affichés à l'interne dans un premier temps, puis on va faire un repérage des talents qui sont mûrs ou qui ont un désir d'apprendre une nouvelle fonction. Donc, c'est comme ça que ça s'exprime, la réalité. Donc, on a la chance d'œuvrer dans un système essentiel en croissance. Merci. La prochaine question s'adresse à ma collègue d'Aéro Montréal. Plus que jamais, l'industrie aérospatiale se mobilise.
la Grappe Aéro Montréal a mis en place un comité stratégique pour accélérer la sortie de crise. Madame Charlotte Laramé, parlez-nous de l'Alliance pour la relance et des actions concrètes mises en place pour garder, mais aussi attirer de nouveaux talents dans l'industrie. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Béatrice. Donc, en effet, en mai dernier, Aéro Montréal a lancé l'Alliance pour la relance, donc, qui est un comité stratégique du conseil d'administration. Et l'objectif de l'Alliance, c'était vraiment de mettre en place un plan d'action à court, moyen et long terme pour soutenir la relance du secteur. Et ça prouve vraiment la capacité de notre industrie à se mobiliser, parce qu'en un temps record, c'est plus de 60 personnes qui ont été impliquées, c'est 36 organisations, c'est plus de 20 heures de travail avec l'industrie et c'est plus de 30 heures de représentation au niveau provincial et fédéral pour pousser les mesures qui ont été développées. On a 8 mesures concrètes qui sont sorties de l'Alliance pour la relance et qui ont d'ailleurs été déposées dans la SQA dont on parlera juste après. Quand on pense aux axes d'action justement autour de l'Alliance pour la relance, il y en a 3 majeurs. Le premier, c'est tout ce qui va être autour des marchés, de la diversification. On vient d'en parler justement, l'importance pour les entreprises de savoir se diversifier pour faire face aux périodes de crise dans certains segments. Deuxième élément, c'est tout ce qui va toucher au financement des entreprises et à la consolidation de l'industrie. Les partenariats sont la clé, donc comment on va générer davantage de fusions, acquisitions au sein de l'industrie. Dernier élément, mais qui est en fait l'élément le plus majeur, l'innovation. L'innovation et l'environnement. Et justement, c'est sur cet élément-là que j'aimerais revenir quand on parle de la relève et de la clé de l'innovation. On y pense assez peu, mais dans les périodes de crise, c'est aussi les meilleurs moments pour les entreprises pour innover. Pourquoi? Parce qu'elles ont la main-d'œuvre disponible pour le faire. Quand les carnets de commandes sont pleins, il est assez difficile de déployer du temps et des ressources sur ces sujets d'innovation. Donc ça peut être laissé un petit peu de côté. Dans une période comme celle-ci, c'est le meilleur moment d'innover. C'est sûr, par contre, les entreprises ont besoin d'optimiser leurs ressources financières, leurs investissements doivent être stratégiques. Ça prend un soutien du gouvernement pour aider les entreprises justement à innover et à pousser ces projets de demain. C'est pour ça que la mesure phare de l'Alliance pour la relance, c'est celle sur l'innovation. C'est la mise en place d'un grand défi national écomobilité. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui que les innovations sont en train de se créer, parce que avant la crise, on était en très très forte croissance et nos entreprises ne pouvaient même plus suivre tout ce qu'elles avaient à produire. Donc c'est de dire que, et on travaillait sur beaucoup de sujets en lien avec l'innovation, avec l'avion plus vert, l'avion plus durable, avec la digitalisation, avec la transformation aussi de l'expérience passager. Et quand on parle d'éco-responsabilité, c'est aussi la connexion des populations, c'est le fait de développer des véhicules autonomes qui vont permettre de livrer des biens dans des zones qui sont plus isolées dans le Grand Nord, par exemple, qui vont permettre du transport de passagers. Tout ça, c'est présent, ça existe, ces taxis volants volent déjà. C'est de les déployer davantage et de supporter les innovations en ce sens. C'est pour ça que notre grand défi national écomobilité, c'est un cri du cœur pour la relève. C'est de dire, on a des défis dans le secteur. Aujourd'hui, on a besoin de vous pour se rendre là. On avait entamé cette transition avant la crise. On aura une très forte croissance en sortie de crise, c'est certain. Posons-nous la question pour savoir est-ce que ça vaut la peine d'aller dans le secteur aérospatial. C'est de se dire, est-ce que les gens vont continuer à voyager? Bien sûr que oui. Toujours plus, de façon différente, et on a besoin de gens dès aujourd'hui pour nous aider à faire cette transition. Donc définitivement, l'Alliance pour la relance, c'est plusieurs mesures. On a parlé de différents axes. L'objectif principal, c'est quoi? C'est de maintenir les emplois au Québec, c'est de maintenir les entreprises au Québec, et c'est de dire à la relève, soyez avec nous, parce que déjà en ce moment, on a besoin de vous pour innover sur les projets de demain. C'est maintenant que ça se passe, et soyez présents avec nous pour la reprise aussi, parce que quand ça va repartir vraiment très fort. Merci beaucoup. La question suivante est adressée aux représentants du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Avec ces dizaines de milliers d'emplois bien rémunérés dans plus de 200 entreprises manufacturières et quelques 200 entreprises œuvrant dans les domaines du transport aérien et de l'entretien d'aéronefs, ainsi que des ventes annuelles de plus de 15 milliards de dollars, le secteur aérospatial constitue un véritable moteur de croissance et de création de richesses pour l'ensemble du Québec. En adoptant la stratégie québécoise de l'aérospatial, le gouvernement veut confirmer l'industrie aérospatiale québécoise comme l'une des plus innovantes, concurrentielles et diversifiées du monde. Monsieur Guillaume Bégin, pouvez-vous nous parler de la mise à jour de la stratégie et des moyens mis en place pour soutenir l'industrie et ultimement sa main-d'œuvre qualifiée?
Eh bien, merci, Béatrice. En effet, le ministère de l'Économie et de l'Innovation procède présentement à une actualisation de la stratégie québécoise de l'aérospatiale. Premièrement, je tiens à remercier les parties prenantes du secteur aérospatial, les industriels, les maisons d'enseignement, la grappe industrielle Aéro-Montréal, d'avoir participé à cet exercice important, ce qui démontre le dynamisme de l'industrie au Québec. C'est quoi le lien entre une stratégie et l'emploi? Une stratégie est un outil utilisé par le gouvernement pour intervenir efficacement dans l'industrie pour, soutenir sa croissance en investissement, notamment dans les projets d'investissement majeurs, et aussi à assurer la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et d'une relève qualifiée. C'est un joyau, l'industrie aérospatiale au Québec, que le gouvernement veut assurer sa pérennité et on veut aussi démontrer par la stratégie que c'est un secteur porteur d'avenir. Présentement, le ministère effectue l'analyse basée sur la stratégie actuelle avec les recommandations que nous avons reçues de l'industrie. Ça se décline en 4 axes qui orientent l'orientation gouvernementale. Premièrement, renforcer l'industrie et assurer sa diversification. On a la chance au Québec d'avoir une industrie aérospatiale très diversifiée, ce qui assure sa résilience. Le gouvernement du Québec va continuer à investir dans les domaines pour assurer sa diversification, notamment les secteurs en émergence, tels les drones, l'intelligence artificielle dans les opérations aériennes, la mobilité aérienne avancée. Autre axe, appuyer les projets d'investissement et investir dans la main-d'œuvre. Le gouvernement du Québec va continuer à investir dans les projets d'investissement majeurs, que ce soit le développement, les infrastructures, la transition numérique, afin d'assurer de donner les moyens des ambitions à nos entreprises au Québec pour qu'elles soient compétitives au niveau international. Aussi, le gouvernement du Québec va continuer à collaborer avec les ministères et organismes qui sont dans la main-d'œuvre. On veut assurer une meilleure promotion des programmes qui sont donnés, exemple à l'ENA, ou des carrières dans nos industries en aérospatiale. On veut dire aux gens qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il y a des belles carrières qui sont présentes dans l'industrie. Autre axe, accompagner les PME. Les PME font partie intégrante de la chaîne d'approvisionnement des maîtres d'œuvre et des équipementiers au Québec et aussi dans le monde. Comme gouvernement, on veut s'assurer que les entreprises, les PME, atteignent leur plein potentiel pour répondre aux exigences de leurs clients. Et aussi, les gens oublient souvent que dans les PME, il y a une multitude d'emplois et de carrières intéressantes et aussi qu'elles sont présentes partout au Québec. Dernier axe, miser sur l'innovation. L'innovation, c'est ce qui permet à l'industrie aérospatiale d'assurer son développement et aussi de se renouveler. C'est ce que ma collègue d'Aéro-Montréal a expliqué précédemment. On le voit dans les différents plans gouvernementaux dans le monde, la place qui est mise pour l'innovation, les argents qui sont mis gouvernementaux dans ces projets-là. Exemple, ce que le gouvernement français a appuyé l'avion zéro émission pour 2035. Le gouvernement du Québec va continuer de supporter les projets innovants. Ces projets innovants assurent la croissance de l'industrie et aussi permettent d'avoir des opportunités de carrière intéressantes pour nos jeunes diplômés, pour les gens qui sont à l'emploi déjà ou dans d'autres secteurs. On veut continuer dans ce sens-là pour montrer que la grappe aérospatiale au Québec est une des plus innovantes au monde. En résumé, le gouvernement va mettre tout en œuvre pour garder le caractère stratégique de l'industrie aérospatiale et aussi de démontrer qu'elle offre une variété de carrières stimulantes pour les talents actuels et futurs. Je vous remercie. Merci infiniment. La dernière question est ouverte à tous les panélistes. En quelques mots, auriez-vous un message à passer à la relève ainsi qu'aux professionnels du secteur qui nous écoutent aujourd'hui?
J'aimerais donner la parole en premier à M. Kevin Smith. Donc, premièrement, merci aux panélistes, mes collègues ici. Je pense que vous aviez bien démontré les efforts que tous les intervenants dans notre industrie démontrent pour assurer le futur de notre belle grappe aérospatiale à Montréal. Malgré les défis que la crise sanitaire a apportés, je pense que vous avez vu la passion et on voit vraiment des opportunités de ressortir encore plus fort. On prend les initiatives dans l'industrie pour assurer qu'on va être capable de passer à travers la crise. On continue à investir dans le futur, dans la plateforme du futur, dans les énergies renouvelables et on prend ce temps-là pour assurer qu'on a les compétences et qu'on a les employés qu'on va avoir besoin du futur. L'aérospatiale change énormément au niveau des compétences. Un machiniste aujourd'hui n'est pas un machiniste qu'il y a 10 ans. Beaucoup de technologie, beaucoup d'intelligence artificielle, beaucoup de robotisation s'en vient dans notre industrie. On a besoin de jeunes gens qualifiés et passionnés de notre industrie. On est une industrie résiliente. On a passé à travers plusieurs crises. On en a mentionné quelques-uns. Des guerres mondiales. Pratt & Whitney va avoir 100 ans cette année. On va être là pour un autre 100 ans. Pourquoi? Parce qu'on croit dans l'innovation et on investit dans l'innovation. Chez Pratt & Whitney Canada, on est dans les plus grands investisseurs au Canada en recherche et développement. Et l'innovation et la qualité de nos employés et la qualité de notre relève va faire la différence pour nous. Donc, il va y avoir des opportunités. Je pense que c'est important d'assurer qu'on est prêt pour ça et on est prêt aussi à vous accueillir dans nos entreprises et dans notre marché. Donc, en terminant, je vous dirais, osez l'aérospatiale. Il y a des belles opportunités et le futur nous appartient. Merci. Merci. Passons à M. Pascal Desilets. Alors, en terminant, je pense qu'on a pu constater aujourd'hui qu'on avait vraiment une mobilisation extraordinaire de l'industrie, de toutes les parties prenantes, du gouvernement. Donc, tout le monde y croit. Tout le monde y croit dans le secteur aérospatial. Il y a vraiment des possibilités extraordinaires. Quand la reprise va arriver, parce qu'elle va arriver, elle est toujours arrivée, puis il faut être prêt, il faut être là. En ce moment, je pense que d'être aux études, c'est une très belle solution, une très belle opportunité, que ce soit à l'ENA, à l'université, à l'École des métiers d'aérospatiale à Montréal. Donc, il y a vraiment une panoplie d'emplois, même en gestion, en RH. C'est un secteur passionnant de se préparer, d'aller chercher des diplômes, d'être prêt pour quand ça va repartir, même si ce n'est pas arrêté. Donc, ça continue. Mais je pense qu'il y a plein de belles opportunités. Il faut en profiter, puis il faut être prêt pour la relance. Merci beaucoup. Monsieur François Lemire? Quelques mots pour compléter. Vous avez entendu passion, passion. Donc, caractéristique forte de notre secteur. On est des gens passionnés. Voir les gens, voir les employés qui livrent un produit et ce produit-là s'en va de nos facilités en volant, il n'y en a pas d'autre sentiment plus fort que ça qu'on peut vivre. Ça, c'est un élément important. Démographie. On est une industrie dans laquelle, comme tout le monde, on a nos employés expérimentés qui vont prendre une pause méritée prochainement. On est en transfert de connaissances de façon importante. On est une industrie qui est structurée. Donc, les jeunes, joignez-vous à vous. Message additionnel aux gens de seconde également carrière. Réorientez-vous en aéronautique. Reprenez une formation d'appoint. Venez nous voir. Les gens qui ont passé une carrière dans un environnement différent de l'aéronautique, la gamme complète des services, on a fait référence aux ressources humaines, c'est vrai pour la gestion de contrats, c'est vrai pour la gestion de programmes, c'est vrai pour la gestion informatique. Donc, énormément d'opportunités et vous allez joindre une entreprise, une organisation, une industrie structurante, bien organisée, avec au cœur de ses succès, et on est tous pareils dans l'industrie, on a un souci d'encadrement et de développement de compétences. Donc, on va ensemble se rendre meilleurs. Moi, je vous invite, venez nous passer en entrevue. Merci beaucoup. Madame Charlotte Laramé.
Oui, moi je vais prendre juste mon expérience personnelle pour dire aux gens de venir dans le secteur parce que j'ai une formation en école de commerce. Je ne pensais pas du tout venir un jour dans le secteur aérospatial et finalement j'y fais toute ma carrière. Je reviendrai sur ce que M. Bégin a dit. Je suis une fille de PME, j'ai toujours grandi en PME et on oublie souvent les PME. On parle souvent des grands groupes et ils sont fascinants, ils offrent beaucoup d'opportunités. Mais les PME sont un écosystème tellement passionné, où on peut évoluer, toucher à tout. Ça m'a fait voyager et ça continue à me faire voyager. On parle d'innovation, on parle de plusieurs corps de métiers, que ce soit le développement de marché, la finance, les ressources humaines, le droit. On en parle moins, on parle beaucoup d'ingénieurs, mais il y a tellement d'autres métiers dans le secteur aérospatial. Et c'est une famille. On est en famille dans le secteur aérospatial et on va prendre soin de vous. On pense aussi à ce qu'on développe à Aéro Montréal pour permettre le partage de ressources, le partage d'employés, quand ça va un peu moins bien dans un secteur, de pouvoir supporter par exemple la MRO, la maintenance, qui va peut-être un peu mieux à un certain point. Donc venez dans notre communauté, dans notre famille, parce que vraiment on va vous le rendre. C'est un secteur qui est passionnant et pour tous les corps de métier, il faut vraiment y penser. Merci. Et enfin, Monsieur Guillaume Bégin. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a démontré ici sur le panel que l'aérospatial est un domaine fortement dynamique et qui offre des carrières variées. Il y a de la place pour tout le monde. Pas besoin d'avoir de grandes études. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a des emplois de toutes sortes. Le gouvernement du Québec va continuer à soutenir son industrie aérospatiale par l'actualisation de la stratégie de l'aérospatiale, qui est une preuve. Aussi, les industriels ont une responsabilité, on voit qu'ils développent une responsabilité sociale dans l'aviation verte. Ils sont conscients que ça prend ça pour l'industrie et aussi pour faire attention aux enjeux environnementaux qui touchent plus de gens. Donc, en gros, le secteur aérospatial est un secteur porteur d'avenir et qui permet d'avoir des emplois de grande qualité pour nos jeunes et pour les gens qui sont à l'emploi dans d'autres secteurs. Je vous remercie. Merci. Ce panel touche à sa fin. J'aimerais remercier nos 5 panélistes pour avoir pris le temps de répondre à nos questions aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à visiter nos nombreux kiosques virtuels et à utiliser la fonctionnalité clavardage. Et surtout, restez avec nous, d'autres panels et conférences vont suivre. Merci.